Mesdames et messieurs, mes chers confrères, tout d'abord merci d'être avec nous aujourd'hui sur cette session d'ISFAR qui est consacrée à l'anesthésie pédiatrique et à l'ambulatoire pédiatrique. Alors tout d'abord, je vais commencer par présenter les intervenants de cette session avec monsieur Fabrice Michel qui est de Marseille, Christophe Dadur de Montpellier, Anne Lafargue de Lille qui est également présidente de la DARPEF, et Eric Vaudet de Rennes, et puis moi-même qui vais animer cette session, Souel Damani de l'hôpital Robert Debré à Paris. L'ambulatoire pédiatrique, un sujet très très important. Alors juste quelques chiffres avant de commencer. C'est Christophe Dadur qui va vous donner quelques chiffres sur l'état des lieux de l'ambulatoire pédiatrique en France. Effectivement, l'anesthésie pédiatrique représente à peu près 930 actes d'anesthésie pédiatrique en France et l'ambulatoire, 60% de cette activité en fait, est faite en ambulatoire en France. Très bien. Avec, d'après les chiffres, une surreprésentation de tout ce qui est ORL et une sous-représentation de l'orthopédie. Donc on voit qu'il y a quand même peut-être quelques efforts à faire dans le futur. Alors, sans tarder, on va commencer avec la première présentation qui est faite par Fabrice Michel et qui va nous parler de l'enfant enrhumé, et notamment en situation d'ambulatoire. Fabrice. Bonjour. Donc effectivement, nous allons parler de l'enfant enrhumé, problématique quotidienne au bloc pédiatrique. Alors, ce n'est pas tant l'infection par elle-même et des voies aériennes supérieures par elle-même qui va nous embêter, mais plus l'hyperréactivité bronchique qu'elle va procurer. Cette hyperréactivité bronchique va durer pendant 4 à 6 semaines, et donc va être à l'origine de complications nombreuses et multiples respiratoires, donc qui sont liées à cette hyperréactivité bronchique, également à une hypersécrétion et à une atteinte des volumes pulmonaires et une augmentation des résistances pulmonaires. Toutes ces complications vont être aggravées par des comorbidités qui peuvent être l'asthme, aussi l'existence de l'exposition au tabagisme, tabagisme passif, l'existence d'une atopie, la prématurité, une bronchodysplasie, et puis bien sûr l'acte chirurgical, les techniques anesthésiques vont aussi influer sur la survenue de ces complications. Alors la question qui va se poser très vite est de savoir s'il faut reporter l'intervention. L'existence d'une rhinorrhée claire, pas de toux, pas de fièvre, auscultation normale, et bien évidemment dans ces situations-là, on ne met pas trop ça sur le compte d'une infection et on va se permettre probablement d'endormir l'enfant sans trop de crainte. Inversement, quand le tableau est très grave, une rhinorrhée purulente, toux grasse, fièvre supérieure à 35, que l'auscultation est vraiment pas belle, à ce moment-là, bien sûr, on va être tenté de reporter l'intervention. Le problème se pose quand on est en urgence. À ce moment-là, il faudra prendre les précautions nécessaires, nous verrons ça. Le vrai problème pour savoir s'il faut reporter ou pas l'intervention, c'est quand on est dans ces situations intermédiaires, avec une rhinorrhée un peu sale, une toux sèche, une température qui est autour de 38, on est toujours un petit peu embêté, même si l'auscultation est normale. À ce moment-là, il y a des facteurs qui vont nous pousser au report, en particulier si les parents témoignent de la maladie de leur enfant, s'il existe des facteurs de risque ou des comorbidités, et puis si l'enfant a déjà été annulé, si on est en urgence, et bien à ce moment-là, bien sûr, on va être poussé en sens inverse à ne pas reporter cette intervention. Il y a des facteurs nombreux qui vont également intervenir. Et une des particularités en ambulatoire va être de savoir à quelle distance habitent les parents, quel recours ils peuvent avoir, quelle structure de soins. Et donc ça va intervenir dans le choix de la décision. Enfin, l'expérience de l'anesthésiste, bien sûr, va intervenir, mais ce qu'on retrouve dans la littérature, paradoxalement, c'est que plus on est expérimenté et plus on a tendance à reporter les interventions. Quoi qu'il en soit, si on reporte cette intervention, il faudra que ça se fasse sur 3 à 4 semaines, de façon à pouvoir obtenir une guérison, une diminution de l'hyperréactivité bronchique et éviter un nouvel épisode infectieux, puisqu'ils sont extrêmement fréquents en période hivernale. Si on décide d'endormir l'enfant, il va falloir être extrêmement rigoureux sur la prise en charge. Bien sûr, la visite pré-anesthésique devra informer précisément les parents des risques qu'on va rencontrer, leur expliquer pourquoi on choisit d'endormir leur enfant malgré les complications attendues. Il faudra consigner tout ça dans le dossier. Il faudra faire des aérosols de bêta-2 mimétiques et de corticoïdes qui permettent de diminuer les complications respiratoires péropératoires et post-opératoires, favoriser une bonne hydratation. Les examens complémentaires sont peu contributifs et on s'en passera. Et si on fait une prémédication, on choisira plutôt l'hydroxyzine aux benzodiazépines qui ont des effets respiratoires importants. L'induction pourra se faire de préférence au propofol, mais l'association sévoflurane plus propofol est tout à fait possible. Une vraie question est de savoir s'il faut utiliser les curars qui sont histaminolibérateurs, mais qui en même temps sécurisent les voies aériennes, et pas de données très précises chez l'enfant enrhumé. Pareil pour le masque laryngé ou l'intubation, des données contradictoires dans la littérature, même si le masque laryngé semble
peut être plutôt préférable quand on peut l'utiliser. L'entretien au sévoflurane, de préférence, plutôt que le desflurane ou l'isoflurane. Et il faudra bien anticiper l'analgésie pour éviter les complications au réveil. L'extubation ou le retrait du masque laryngé peuvent se faire soit très éveillé, soit profond. Pas de différence dans les travaux qui ont étudié ça chez l'enfant enrhumé. Et donc, on fera au choix. Enfin, tout ce qui concerne la ventilation, pas de données particulières pour l'enfant enrhumé, et on suivra les recommandations habituelles. Alors, les morbidités de ces complications, la morbidité de ces complications n'est pas majeure. Dans la littérature, on retrouve 2 décès liés aux complications respiratoires, simplement, alors qu'on sait que c'est une complication extrêmement fréquente, mais ces 2 décès, le premier, c'est un cas assez peu compréhensible quand on lit le cas rapporté, et le second est en faveur d'une myocardite aiguë dans une période où on utilisait l'allotane pour le premier, le pentotal pour le second. Donc vous voyez des conditions qui ne sont pas celles qu'on a aujourd'hui. Donc finalement, très peu de morbidité, peut-être liée aussi à une certaine prudence des anesthésistes, mais en tout cas, cette morbidité est très très faible. Donc en conclusion, même si c'est une complication fréquente, elle ne doit pas nous effrayer, car la morbidité est relativement faible. Il faut être prudent quand on a des facteurs de risque, des comorbidités, et le choix d'endormir l'enfant doit s'accompagner de précautions à tous les stades de la prise en charge pour éviter des complications sérieuses qui, encore une fois, sont vraiment extrêmement rares. Peut-être des données un peu plus importantes grâce à une étude en cours en France actuellement dans de nombreux centres. On espère avoir des données un peu intéressantes à ce sujet l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par le débat maintenant. Certes, il semblerait qu'il se dégage un certain consensus sur la prise en charge de ces enfants. Néanmoins, on a l'impression quand même que, justement, l'idée du protocole multicentrique qu'on a monté, c'est de voir qu'il y a l'hétérogénéité des pratiques face à l'enfant enrhumé. Et on a l'impression vraiment que chacun a sa petite idée en fonction d'un certain nombre de paramètres. Les paramètres sont nombreux, l'état de l'enfant, en fonction d'expérience de l'anesthésiste, etc. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut être formalisé un jour, qu'on puisse avoir une démarche claire, ou ça, il se peut qu'on continue sur ce mode un peu dégradé de chacun fait un peu ce qu'il fait? Alors il y a déjà des données, des organigrammes qui sont proposés, pour autant pas de score vraiment validé. Il y a un score qui est proposé dans les littératures assez récemment, qui n'a pas de validation externe, c'est l'équipe qui l'a validé et qui est assez peu pratique à utiliser au quotidien. Et je crois que clairement, chaque situation est très particulière et c'est toujours très difficile de prendre en compte, puisque ce n'est pas uniquement l'enfant, il y a aussi le problème structurel, il y a aussi les particularités des parents, du domicile, etc., qui font qu'il va être, je pense, assez difficile de structurer très très précisément ça. En revanche, il y a des grandes règles et qu'il faut respecter. Christophe, peut-être Oui, moi je crois qu'il y a un point intéressant dans la présentation que vous avez fait, Fabrice, c'est de montrer que plus l'anesthésiste était expérimenté, plus il va avoir tendance à reporter le patient. Est-ce que c'est dû au fait qu'il ose plus se confronter au chirurgien par rapport à l'anesthésiste jeune? Est-ce qu'il y a des explications pour ça? Alors non, il n'y a pas d'explication très précise, mais effectivement, il y a cette idée que on peut reporter un enfant. C'est pas interdit de reporter un enfant. On n'a pas à culpabiliser de ça. Il faut affronter il n'y a pas que les chirurgiens, hein. Il y a aussi la pression administrative, structurelle, familiale de temps en temps. Régulièrement, il y a des parents qui vous disent non, il n'est pas malade, pas du tout. Puis vous le sculptez, il y a des ronquilles énormes, ils toussent comme c'est pas possible. Donc il y a beaucoup de facteurs. Les gens ils posent une journée, voire alors en ambulatoire une journée, des fois 2 jours pour l'intervention de leur enfant. Ils s'arrêtent de travailler. S'il faut encore faire 2 jours la fois d'après, c'est aussi des facteurs qui vont intervenir. Donc voilà. Pour autant, je crois que le principal est de se concentrer sur l'état clinique de l'enfant. Alors, il y a une question d'un internaute. Y a-t-il une place pour une anesthésie locale de glotte si intubation nécessaire? Alors, ça n'a pas été étudié chez l'enfant enrhumé. En revanche, il y a un travail récent qui compare l'anesthésie locale et la xylocaïne intraveineuse et qui semble que si on souhaite faire de la xylocaïne, il vaut mieux la faire en intraveineuse plutôt qu'en local pour intuber les enfants enrhumés. Donc, vous pouvez recommander, ça c'est quelque chose qui peut être recommandé. C'est quelque chose. Alors, disons qu'il n'y a pas de preuves formelles, mais en tout cas, effectivement, ça permet
probablement de diminuer les complications au moment de la prise en charge à l'induction. Oui, concernant cette lidocaïne intraveineuse, moi j'avais la notion surtout pour l'extubation de l'enfant, c'est-à-dire que plutôt le faire avant l'extubation de l'enfant pour éviter les éventuels laryngospasmes ou bronchospasmes. Alors c'est proposé à l'induction, mais probablement qu'il peut y avoir, en fonction des situations, un effet qui va être prolongé, qui va diminuer peut-être toutes les complications. D'autant plus qu'en général, c'est des chirurgies qui sont de courte durée, donc on peut penser que la cinétique de la lidocaïne puisse couvrir l'ensemble de la période. Alors, il y a les doses, c'est une autre question, les doses de lidocaïne qui sont proposées, vous avez une idée Alors moi je ne l'utilise pas, je ne l'ai pas en tête, peut-être Christophe. Le milligramme kilo. Je crois qu'on passe sur une posologie d'1 milligramme. D'un milligramme kilo en général, d'accord. En plus, ça aide pour le propofol éventuellement. Alors on a vu aussi que le taux de complications déclaré dans la littérature, alors c'est comme toujours, c'est déclaratif, il n'y a pas d'études longitudinales qui ont été bien faites, mais est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Donc on a l'impression qu'il y a un décalage entre tout ce qu'on dit sur l'enfant enrhumé, ça va se compliquer, ça va faire, etc. Puis finalement, un taux de complications post-opératoires graves, on n'entend pas grave, des durées prolongées de séjour en salle de réveil, le passage en réanimation, etc., qui sont un peu... voilà, il y a un petit décalage, d'autant plus que les deux cas que vous avez décrits, notamment il y en a un, c'est vraiment une myocardite, donc là on sort complètement de l'enfant enrhumé. Hein. Il y a l'enfant enrhumé, mais il y a une pathologie derrière. Oui, et le premier, il est aussi extrêmement discutable. Contesté. Donc effectivement, on peut considérer qu'on ne retrouve pas dans la littérature de décès liés aux complications chez l'enfant enrhumé. Pour autant, ces complications, elles existent. On les vit au quotidien et il ne faut pas forcément non plus les négliger. On a aujourd'hui des moyens de monitoring qui sont tout à fait performants. On a des molécules qui sont aussi peut-être plus maniables que ce qu'elles étaient avant. Donc, on n'a peut-être pas de complications graves, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas survenir. Il y a des enfants qui décèdent de crise d'asthme à l'heure actuelle, même si ce n'est pas péropératoire. Des enfants qui ont un asthme et qui peut développer un asthme aigu grave suite à une intervention chirurgicale. Et donc, bien sûr, hein, c'est extrêmement rare et heureusement, mais pour autant, c'est quelque chose qui existe et qu'il ne faut pas négliger. Et je crois que notre prudence et la prudence de ne pas endormir les enfants qui sont franchement malades fait qu'on n'a pas ces complications. D'accord. Oui, Eric. Peut-être qu'un des éléments qui fait qu'on n'ait pas beaucoup plus d'accidents, c'est qu'en fait, on s'adapte au risque. Tous les algorithmes qu'on propose, c'est pour essayer d'évaluer le risque. Et on sait très bien que quand on a un enfant enrhumé et qu'on doit vraiment l'endormir pour toutes les bonnes raisons de la Terre, on adapte notre procédure, ne serait-ce que laisser un junior ou un senior, quelqu'un qui est expérimenté ou inexpérimenté, faire l'induction par exemple. Et c'est un facteur confondant pour expliquer qu'éventuellement on ait moins de complications. Alors, brièvement, une autre question qui est quid de l'organisation des programmes opératoires en situation d'épidémie hivernale, par exemple. On voit qu'il y a des moments où on peut avoir jusqu'à 30% des patients qui sont effectivement récusés du fait de leur pathologie respiratoire. Et là, se pose la question, qu'est-ce que je fais? Je surboucle les programmes, je surboucle pas, qu'est-ce que je fais en ces périodes, sachant que j'ai entre parenthèses de la perte sur le programme et que ça va désorganiser un peu le programme. Alors évidemment, hein, c'est une problématique, mais bon, est-ce vraiment une problématique? Finalement, c'est quelque chose qui existe, qu'on connaît, qu'on arrive même à mesurer. Donc, je crois qu'il faut s'organiser au mieux pour ça. Évidemment que ça ne sera jamais parfait parce qu'il y a des aléas qui vont faire que le temps d'occupation de salle ne sera peut-être pas aussi important que ce qu'on souhaite. Le surbooking, moi je le déconseille parce qu'il va avoir des effets secondaires sur les familles, sur les patients, sur les enfants qui sont extrêmement délétères. Et alors les enfants, il faut les faire revenir une deuxième fois, c'est quand même assez compliqué quand on les annule. Par contre, il y a une organisation, il faut prévenir les parents que si l'enfant est enrhumé, qu'il téléphone, faire l'appel de la veille, etc., qui permettent, en particulier en ambulatoire, de reporter facilement et sans trop de conséquences pour parents et enfants. D'accord. L'enfant enrhumé, alors c'est une question internet, est-ce que l'enfant enrhumé doit rester plus longtemps en SSPI? Alors, ça c'est une vraie question, peut-être qu'on aura des réponses un petit peu plus tard. Plus longtemps, pas forcément plus longtemps, par contre, qui nécessite un peu plus d'attention, c'est pas impossible. Je pense qu'il est nécessaire que quand on a endormi un enfant enrhumé, l'anesthésiste, avant que l'enfant sorte de salle de réveil, aille mettre un petit coup de stéthoscope, être sûr qu'il n'y a pas de sibilant, être sûr que tout va bien. Maintenant, la durée, c'est pas forcément nécessaire. C'est pas le critère.
D'accord. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième présentation. Christophe Dadur qui va nous parler de l'ALR en ambulatoire pédiatrique. À toi. Merci. Effectivement, je vais vous parler un peu d'anesthésie loco-régionale en ambulatoire, puisque vous allez voir son intérêt pour ce type de chirurgie. Alors, tout d'abord, pour poser le problème, la douleur post-opératoire est une vraie complication post-opératoire. Effectivement, quand on regarde la littérature, c'est la première complication et la première plainte qui survient après de l'anesthésie ambulatoire quand on interroge les parents. Deuxième point à connaître également, c'est que les antalgiques post-opératoires sont la plupart du temps pas donnés par les parents. Dans à peu près 25%, les parents ne vont pas donner l'antalgique que vous avez prescrit, voire même dans 70%, ils ne donneront pas la totalité des doses que vous avez prescrites. Les morphiniques qui sont utilisés en post-opératoire si vous n'avez pas fait d'anesthésie loco-régionale sont aussi pourvoyeurs de complications qu'on connaît tous, que ce soit les nausées, vomissements, les rétentions d'urine. Et puis, il faut savoir que les troubles du comportement qui peuvent survenir après l'anesthésie, même en ambulatoire, et qui perdurent parfois jusqu'à 4 semaines post-opératoire, ont comme facteur favorisant la douleur post-opératoire et l'utilisation de morphinique. Et puis, dernier point important, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est le risque de chronicisation de la douleur post-chirurgicale. À savoir que presque un quart des patients, des enfants qu'on endort, souffrent de douleurs chroniques sévères à modérées 1 an après leur chirurgie. Et il y a un point significatif très important, c'est le score de douleur à J15, c'est-à-dire de manière retardée. Si vous avez un enfant qui a une douleur significative à J15, le risque de développer une douleur chronique est multiplié par 3 à 6 mois et par 2,5 à 1 an. Alors, est-ce qu'on fait de l'anesthésie loco-régionale en ambulatoire? Alors, pour exemple, cette étude américaine, une étude épidémiologique, qui a relevé l'évolution de l'anesthésie de la loco-régionale en ambulatoire entre 1996 et 2006. On voit que le taux de blocs réalisés a été multiplié par 3 en 10 ans entre ces deux périodes, et notamment pour ce qui concerne les blocs du membre inférieur, avec une diminution très nette des blocs neuroaxiaux et une augmentation des blocs nerveux périphériques quasiment par 5, puisqu'on passe de 2% à 9,2%. Alors, anesthésie loco-régionale veut dire aussi qu'il faut prendre en compte et penser que ce bloc, à un moment ou à un autre, va se lever. Et donc, il ne faut pas oublier les relais antalgiques systématiques à donner par la bouche, puisque sinon, les parents, comme vous le voyez sur ce dessin, risquent de ne pas être contents le lendemain matin d'avoir été réveillés par la douleur de l'enfant en pleine nuit. Alors, y a-t-il des moyens pour prolonger cette anesthésie loco-régionale en ambulatoire? Oui, des moyens comme l'échographie. Il y a à peu près 10 ans maintenant, l'équipe viennoise de Mahofer avait bien montré que le fait de réaliser des blocs sous échographie permettait de prolonger la durée du bloc. La concentration également, de manière raisonnable. Si on augmente la concentration des anesthésiques locaux, on va avoir tendance à augmenter la durée de l'analgésie post-opératoire. Et puis, il y a 2 points particuliers qui vont vous permettre de prolonger la LR en post-opératoire, en ambulatoire. Ce sont d'abord les cathéters périnerveux, avec des enfants qui peuvent sortir à domicile sur des systèmes de perfusion jetables, par exemple. Ces cathéters périnerveux, maintenant, on a de grandes études avec des gros collectifs qui montrent que ça marche bien, que c'est relativement sûr et qu'il y a peu de problèmes. Et puis enfin, les adjuvants périnerveux, que ce soit la clonidine, la dexméthazoline ou le dexaméthasone, qui permettent également d'augmenter la durée analgésique des blocs que vous allez réaliser. Alors, pour exemple, cette étude, qui est une revue de la littérature qui a été faite en 2016, alors seulement 3 études randomisées contrôlées, un nombre de patients relativement limité, qui étudiaient l'utilisation des agonistes alpha-2 en adjonction de l'anesthésique locale sur les blocs nerveux périphériques chez l'enfant. Et on se rend compte que l'utilisation donc de ces alpha-2 agonistes permet une augmentation par 3 à peu près de la durée d'analgésie en moyenne. La dexaméthasone IV, cette fois-ci, en combinaison pour cette étude avec l'anesthésie caudale, avait également un gain en termes de durée d'analgésie, puisqu'on voit qu'on passe de 520 à 800 minutes pour la première demande d'analgésie. Donc un gain à peu près de 300 minutes, 5 heures, ce qui n'est pas négligeable. Et puis un gain qui se perdure dans le post-opératoire, parce que sur les 2 graphiques de droite que vous voyez à J1 et J2, les enfants qui ont bénéficié de dexaméthasone IV avaient très peu de demandes d'antalgiques péros, contrairement à ceux qui n'avaient pas eu de dexaméthasone IV. Pour conclure, donc, gardez en mémoire qu'il va falloir prévoir la levée du bloc si vous faites de l'anesthésie loco-régionale simple injection, et bien prévenir les parents qu'il faudra donner systématiquement les antalgiques à la maison.
L'utilisation des adjuvants, maintenant plusieurs études montrent qu'il y a un intérêt pour augmenter la durée d'analgésie de ces médicaments, des anesthésiques locaux. Les blocs nerveux périphériques continus ont une bonne efficacité et une bonne sécurité. Maintenant, ça a été démontré sur des gros collectifs de plus de 1000 patients aux États-Unis. Et puis, l'utilisation d'anesthésie loco-régionale a un intérêt en termes de désocialisation des enfants, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir partir plus vite à la maison, et surtout en termes de coûts, puisque ça va permettre de réduire les coûts post-opératoires des patients. Merci beaucoup Christophe. On va commencer les questions et le débat autour du sujet. Alors, on voit souvent l'ALR, le gros problème, c'est, quand les anesthésistes commencent à élaborer cette technique, c'est toujours, oui, mais à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter et l'enfant va se retrouver à la maison avec cette levée de bloc qui est, un peu craint par les anesthésistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ça? Parce que, j'imagine que... Alors, ce qu'il faut proposer, c'est de prescrire systématiquement des antalgiques systémiques à la maison. Et le mieux même, c'est de les prescrire dès la consultation d'anesthésie. C'est-à-dire quand vous voyez votre enfant en consultation d'anesthésie avec ses parents, c'est de faire l'ordonnance pour les antalgiques à la maison, les antalgiques systémiques, mais également qu'on va donner systématiquement, mais également les antalgiques de secours. Et dire aux parents qu'il faudra bien les donner systématiquement sans réfléchir pendant 2-3 jours, des anti-inflammatoires, du paracétamol si besoin. D'accord, donc les mots-clés, c'est systématique et les associations. D'accord. Alors, une autre question qui paraît intéressante, mais c'est peu développé peut-être en France, mais ça va venir, c'est l'ALR continue, c'est-à-dire mettre un cathéter et puis effectivement administrer de l'ALR. Alors, on voit chez l'adulte que ça commence à se développer dans diverses structures. En pédiatrie, on a l'impression que ça a un peu du mal encore à éclore, alors même qu'on imagine bien le bénéfice que les patients pourraient tirer de cette technique-là. Effectivement, je crois que sur de la chirurgie majeure, puisque maintenant on pousse de plus en plus à faire de la chirurgie majeure en ambulatoire, il peut être intéressant de mettre en place des cathéters périnerveux qui permettront de perdurer l'analgésie pendant 2-3 jours si on veut. Alors effectivement, en France, c'est peu développé, même si on était un peu précurseur sur le sujet, mais maintenant aux États-Unis, c'est énormément développé. Ils ont des séries énormes. Quand on prend l'étude PRAN, il y a des études avec plus de 1400 cathéters suivis à domicile. Et surtout, ça a un intérêt en termes de coût. Nos amis américains qui regardent toujours le coût ont montré que le suivi d'un cathéter à domicile chez un enfant, ça coûtait à peu près $250 par jour, alors que de garder un enfant à l'hôpital, ça coûte à peu près 5 fois plus cher, donc $1400 à peu près. Donc il y a un gain en termes de socialisation, l'enfant va pouvoir retourner chez lui, et en termes de coût également. D'accord. Alors, des questions Internet, là, il pleut, des questions. Alors, quid de l'association INS dexaméthasone, quid de l'association clonidine en ALR et Dexa IV, quelle dose de Dexa? Merci. Alors, on va prendre c'est l'association. Plusieurs questions en une. Là, c'est... Alors, dans la littérature, il n'y a aucune étude encore qui a fait l'association clonidine plus dexaméthasone IV. Clonidine en local plus dexaméthasone IV. Pour l'instant, il y a des études qui montrent avantage de la clonidine en périnerveux versus anesthésique locale tout seul, ou avantage de la dexaméthasone en IV versus anesthésique locale seule. Il n'y a aucune étude pour l'instant qui couple les deux, donc on se parle. Mais on peut imaginer qu'on va gagner. Alors, est-ce qu'on va gagner beaucoup plus? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une synergie ou pas? Est-ce qu'on perd? Je ne sais pas. Non, je pense que dans tous les cas, on ne perd pas. D'accord, donc c'est une association qui est envisageable. Voilà. Quant à la posologie, alors, dans la littérature, classiquement en France, on fait la dose de 0,15 mg/kg, qui est la dose utilisée à visée anti-nausée-vomissement. Dans la littérature, on voit des publications qui vont jusqu'à 0,5 mg/kg de dexaméthasone. Très bien. La première question, c'était... INS, Dexa. INS et dexaméthasone. Alors, il se trouve que quand on fait INS et dexaméthasone, moi, je ne vois pas c'est vrai qu'on a deux anti-inflammatoires qui vont combiner. Ils n'ont pas du tout le même mécanisme d'action. Malgré tout, moi, je continue à faire mes anti-inflammatoires post-opératoires tout en ayant fait ma dexaméthasone. C'est anti-émétique aussi. Donc, voilà. La deuxième question, le meilleur adjuvant. Le meilleur adjuvant. Question à 100 points. À 100 points. Alors, le meilleur adjuvant. Alors, le meilleur adjuvant, si on reprend les alpha-2 agonistes, en France, on n'a que la clonidine. Ouais. Donc, c'est simple, c'est la clonidine. Sinon, la dexméthédomidine semble être aussi relativement intéressante. Pardon. Mais c'est très cher. Mais c'est très cher. Et on n'en a pas encore. On n'en a pas dans ces indications-là en France. L'AMM n'y est pas. Et puis la dexaméthasone, qui est aussi peut-être son avantage. Alors, l'autre question, mais qui va se recouper probablement avec le prochain thème, c'est quel antalgique de secours
Quelle antalgique de secours. Ah. Alors, antalgique systématique, ça on Alors, est tous ce que, d'accord. ce que je propose peut-être, c'est de laisser cette question pour parce que c'est là où le débat va être un peu plus riche de ce côté-là. Alors, juste les expériences que vous avez de l'ALR, vous, est-ce que vous laissez sortir les patients avec des cathéters d'ALR à domicile? Alors, oui, on le fait effectivement sur certains types de chirurgie, quand le chirurgien est d'accord aussi. C'est le D'accord. principal problème qu'on rencontre en France. C'est que les chirurgiens C'est ce que j'allais. orthopédistes, par exemple, sur la grosse chirurgie du pied, aiment bien voir leurs patients à J1 ou J2 pour voir s'il n'y a pas d'œdème et puis de risque de syndrome Mais d'Eloge. en ambulatoire? En ambulatoire, nous, on en fait par exemple sur les prises de greffe au niveau de la crête iliaque, on renvoie les patients en domicile avec leur cathéter. Ah oui, d'accord, donc c'est fait. Alors, les modalités de surveillance, parce qu'on sait, c'est toujours un peu particulier. Vous avez, je sais qu'il y a des gens qui se sont spécialisés un peu dans la surveillance post-opératoire de ce type de dispositif. Vous travaillez avec quelqu'un, vous Oui, avez on a un réseau, réseau. on a un réseau qui suit nos patients, qui vont les voir 1 à 2 fois par jour en fonction des prescriptions qu'on fait et qui vont voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de fuite autour du cathéter, s'il n'y a pas de paresthésie, s'il n'y a pas de bloc moteur ou de douleurs qui réapparaissent. D'accord, donc il y a quelque chose derrière et une organisation derrière. Est-ce Anne, que tu peut-être, penses que ça c'est organisable, y compris si on n'a pas de réseau, c'est-à-dire qu'on puisse renvoyer des patients avec par exemple 24 ou 48 heures de cathéter sans être obligé de le faire passer quelqu'un à domicile? Parce que finalement, bon, ça complique quand même les choses, notamment dans les lieux où ces réseaux n'existent pas. On peut envisager de les créer, mais... Alors aux États-Unis, ils le font. Ouais, Aux je sais bien, États-Unis, c'est c'est pour même ça que je te pose la la question. famille qui retire le cathéter. Donc on pousse quand même à l'extrême. C'est même pas une infirmière qui vient retirer le cathéter. Est-ce que c'est poussé à l'extrême finalement? Non, c'est pas poussé à l'extrême, mais effectivement, c'est en dehors de notre culture française où on est très médicalisé. Voilà, alors c'est peut-être aussi une question de culture. Et puis l'ambulatoire, au début, c'était aussi peut-être une question de culture. Et puis petit à petit, les choses se sont un peu organisées. Maintenant, c'est un peu plus rentré dans les mœurs. En tout cas sur la chirurgie ambulatoire. Sinon, juste pour répondre, est-ce qu'il faut vraiment une surveillance avec une infirmière? Pas forcément. Si je me dirais que si ça se passe bien, qu'on a une famille relativement compréhensive et cortiquée, je pense qu'on peut tenter l'expérience. Et bon, c'est quand même des pratiques qui sont pas très développées effectivement chez nous. Enfin, nous, on fait pas d'ALR continu à domicile. C'est quoi les risques finalement qu'on rencontre dans ces situations-là? Est-ce qu'il y en a vraiment? Il y en a très peu, c'est ce qui est paradoxal. Est-ce que ça nécessite... C'est pour ça que je dis, voilà, est-ce que c'est pas encore une fois une question de culture? C'est comme la culture du chirurgien qui voulait pas laisser sortir le patient parce que, et finalement on se rend compte que le patient est sorti et que voilà, on a les moyens de le surveiller, ne serait-ce que par les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Et les complications sont très rares et quand elles surviennent, enfin les effets indésirables, c'est pas grave. C'est pas grave la plupart du temps, et c'est la plupart du temps un cathéter qui se bouche ça ou un fuit, cathéter souvent qui c'est que ça arraché ou marche qui plus fuit, en fait. effectivement. Voilà, d'accord. Très bien, on va passer au troisième topic qui l'amygdale en ambulatoire. Anne Lafargue, c'est à toi. Très bien. Donc, je vais vous parler d'amygdalectomie en ambulatoire chez l'enfant. Comme pour beaucoup de techniques d'ambulatoire chez l'enfant, l'évaluation préopératoire est quelque chose d'extrêmement important. Il faut se dire que pour l'amygdalectomie, il y a 2 risques supplémentaires vraiment à évaluer de façon précise, qui sont d'abord le risque hémorragique. Cette évaluation va se faire bien sûr par l'examen clinique et l'interrogatoire de l'enfant. Et le groupe qui s'est réuni en 2010 donc pour faire des recommandations sur la pratique clinique sur l'amygdalectomie de l'enfant a établi qu'effectivement, si ce bilan clinique, l'examen clinique négatif, s'il n'y a pas d'antécédent ou si l'évaluation parentale est non fiable, il faut pouvoir réaliser un bilan qui au minimum doit comprendre une numération plaquettaire et un TCA. Chez l'enfant qui marche et en l'absence d'éléments cliniques positifs, le bilan ne s'impose pas. Le deuxième risque à évaluer de façon également très précise, c'est le risque respiratoire. On sait que dans cette chirurgie d'amygdalectomie, le risque respiratoire est majoré chez les enfants d'âge inférieur à 3 ans lorsqu'il existe des malformations associées, crânio-faciales, malformations des voies aériennes supérieures. Bien sûr, lorsqu'il existe des signes qui sont des témoins de la sévérité éventuellement d'un syndrome respiratoire obstructif que sont l'insuffisance cardiaque droite ou l'hypertension artérielle pulmonaire. L'obésité morbide est également un facteur de risque respiratoire important et l'existence de maladies métaboliques avec infiltration du tissu conjonctif des voies aériennes, comme par exemple les mucopolysaccharidoses. L'infection des voies aériennes hautes ou basses avec une hyperréactivité bronchique, je n'y reviens pas, est un facteur de risque respiratoire plus important, indépendamment de la nature de la chirurgie.
En clinique, ce qui évidemment nous intéresse et beaucoup dans cette chirurgie, c'est le dépistage du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ce dépistage, il peut passer par des recherches de signes cliniques qui peuvent être des symptômes nocturnes, du ronflement, des pauses respiratoires, des sueurs, l'existence d'un sommeil agité, qui peuvent être également des symptômes à l'éveil tels qu'une irritabilité, une asthénie au réveil ou une respiration buccale. Le problème, c'est que le diagnostic formel du SAS, c'est la polysomnographie. On sait que seulement probablement 5 à 10% des enfants opérés d'amygdalectomie ont bénéficié en préopératoire d'une polysomnographie. C'est un examen qui n'est pas facile d'avoir en routine, de même que l'oxymétrie nocturne. Et il faut donc probablement réfléchir à des scores d'évaluation clinique qui pourraient nous aider à prendre la décision d'ambulatoire ou pas. Comme vous voyez sur cet organigramme, néanmoins, l'existence, que ce soit par la clinique ou par la polysomnographie, d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou léger, en l'absence de comorbidité et chez les enfants d'âge supérieur à 3 ans, ne contre-indique pas la pratique de l'anesthésie et de l'amygdalectomie en ambulatoire. De tout ce que je viens de dire découlent donc des critères d'éligibilité qui ont été bien décrits donc dans ces recommandations pour la pratique clinique, qui sont donc l'âge supérieur à 3 ans, bien sûr des enfants de classe ASA 1 ou 2, en l'absence de comorbidité majorant le risque respiratoire, sans anomalie de l'hémostase et présentant un syndrome d'apnée du sommeil non grave ou évidemment pas de SAS. Il faut évidemment avoir une structure adaptée à la pédiatrie, une structure qui présente une organisation qui est adaptée à l'ambulatoire pédiatrique et, ce qui me paraît également très important, la possibilité d'une structure d'accueil pédiatrique en cas d'échec de sortie à J0 ou en cas de réhospitalisation nécessaire. Bien sûr, les critères sociaux, ils sont vrais pour toute anesthésie ambulatoire chez l'enfant, mais c'est vrai qu'il faut s'assurer de la bonne compréhension parentale, que ce soit pour les critères de jeûne, bien leur expliciter les critères de sortie. On a parlé tout à l'heure de la prise en charge de la douleur, mais dans l'amygdalectomie, c'est évidemment essentiel. Et surtout, bien préciser également avec eux les motifs d'appel ou les motifs de reconsultation, en particulier en urgence. Le groupe qui a écrit donc les recommandations pour la pratique clinique a précisé la nécessité d'avoir un traducteur si les parents sont non francophones. Et bien sûr, il faut que les parents disposent de la possibilité d'avoir un téléphone à leur domicile pour pouvoir appeler l'hôpital. Comme l'a dit Christophe tout à l'heure, c'est vrai que dans l'ambulatoire, il faut être très attentif au fait que la prise en charge de la douleur en post-opératoire soit réellement bien faite. L'amygdalectomie est une chirurgie douloureuse qui provoque une douleur d'intensité moyenne à sévère qui va durer environ 7 jours. C'est extrêmement important qu'elle soit bien prise en charge. L'information sur cette douleur, sur sa prise en charge, doit être faite dès les consultations préopératoires. Et c'est vrai qu'il est conseillé, il est recommandé de donner l'ordonnance dentalgique dès la consultation d'anesthésie pour que les enfants puissent bénéficier de cette analgésie dès le retour à domicile. Le traitement doit être multimodal, systématique pour certains, en particulier pour le paracétamol. Et donc, depuis 2013, vous savez sans doute que donc, la codéine a été exclue du traitement de la douleur post-opératoire dans l'amygdalectomie chez l'enfant et par ailleurs chez les enfants de moins de 12 ans. Et donc, un groupe d'experts s'est réuni en 2014 pour essayer de définir comment prendre en charge la douleur de l'amygdalectomie depuis la disparition de la codéine, qui était quand même largement utilisée auparavant. Ils ont proposé, comme indiqué sur la diapo, finalement plusieurs types de schémas thérapeutiques en alternative. Une option qu'ils ont appelée option AINS, une option qu'ils ont appelée option tramadol, l'option AINS pouvant être réservée aux enfants qui présentent un risque respiratoire et l'option tramadol aux enfants qui présenteraient un risque hémorragique. Pardon, excusez-moi. L'HAS a émis une fiche mémo, une fiche donc, de prise en charge de médicamenteuse en alternative à la codéine. Et pour la partie donc, amygdalectomie, ils se sont plus focalisés sur 2 schémas à proposer en fonction de l'existence ou non d'un syndrome d'apnée du sommeil. Et donc vous voyez que dans leurs propositions, l'association commune aux 2 et l'association paracétamol-ibuprofène pour la prise en charge des douleurs modérées et la possibilité donc en recours du tramadol chez les enfants qui ne présentent pas de SAS. Pour les enfants présentant un SAS, en tout cas sévère, la discussion est plus ouverte, et notamment sur l'utilisation d'une analgésie opioïde, mais à ce moment-là en milieu hospitalier de façon impérative.
Enfin, le suivi post-opératoire doit prendre en compte la prévention des nausées et des vomissements. C'est une prévention qui se fait dès le péropératoire, donc par la dexaméthasone associée au cétron. Et le groupe donc, qui a émis ses recommandations pour la pratique clinique a émis donc, des critères de sortie extrêmement stricts. Les enfants doivent être surveillés au moins 6 heures après la chirurgie. Ils ne pourront sortir qu'après un examen ERL et à condition que les loges amygdaliennes soient parfaitement exsangues. Il faudra bien sûr que la douleur soit parfaitement contrôlée, pas de nausées, pas de fièvre, et des parents qui ont bien compris ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les consignes post-opératoires. Les documents de sortie doivent être remis avant la sortie. Et il est préférable de pouvoir disposer d'une structure organisée pour faire cet appel du lendemain qui va veiller à la fois à la bonne prise en charge de la douleur post-opératoire et à la bonne qualité de la reprise alimentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors là, je pense qu'il va y avoir des questions parce que je rappelle quand même que l'amygdale et l'ORL pédiatrique, c'est la chirurgie phare de l'ambulatoire en France. Ça représente 80%, donc c'est quand même quelque chose qui est une forte proportion des patients passent en ambulatoire et notamment pour des amygdales. Alors, la question c'est toujours la même, c'est comment dépister le SAS. Alors pour rappel, le SAS c'est 80% des indications des amygdalectomies aujourd'hui. Avant c'était plutôt dans l'infection. Aujourd'hui il faut quand même insister sur le fait que le SAS c'est la pathologie pour laquelle on va faire de l'amygdale. Et derrière, il y a bien entendu le problème de la complication respiratoire, parce qu'on met toujours en avant la complication hémorragique, ça va saigner. Néanmoins, quand on prend les cohortes d'amygdalectomie, on se rend compte quand même que c'est le problème respiratoire qui sous-tend un peu toute la démarche de prévention qu'on essaie de mettre en place. Donc, comment dépister le SAS en sachant qu'en France, on a quand même des difficultés à l'accès à la polysomnographie? Alors, il n'y a pas qu'en France, en l'occurrence, c'est compliqué d'imaginer que tous les enfants opérés d'amygdalectomie vont avoir une polysomnographie. Donc, clairement, il y a des scores qui ont été envisagés pour pouvoir dépister le SAS, en tout cas le SAS sévère, de façon clinique. Il existe un score qui s'appelle donc le STBER, qui a été validé aux États-Unis, qui a été d'ailleurs récemment validé parce qu'ils ont montré que ça pouvait effectivement prédire les complications. Ce score, en fait, repose sur l'interrogatoire des parents, de savoir est-ce que votre enfant ronfle la nuit, est-ce qu'il ronfle plus de la moitié de la nuit, est-ce que vous l'avez déjà entendu s'arrêter de respirer, est-ce qu'il est fatigué le matin quand il se réveille. Et ce score-là, dont je vous parle à 5 items, ils ont montré que quand 3 items étaient remplis, le risque d'augmentation des complications était de 3. Et lorsque les 5 items étaient effectivement assurés, le risque était multiplié par 10. Il y a apparemment beaucoup de questions. Donc. Ah oui, là ça pleut. Alors ça pleut, c'est vrai que je vais rattraper ma... Voilà. Alors le tramadol ne pose-t-il pas les mêmes limites que la codéine? Très bonne question, c'est la question que se pose tout le monde. Alors, on ne va pas dire qu'on ne s'y attendait pas à cette question, parce que très clairement, on savait très bien. Théoriquement, bien sûr, oui, la voie de métabolisation du tramadol est la même que celle de la codéine. Et donc, sa métabolisation en métabolite actif passe par le cytochrome P452D6. Il y a vraisemblablement autant de risques de métaboliseurs rapides qui pourraient éventuellement présenter des surdosages au tramadol. Il y a eu une publication d'un accident il y a peu de temps à Necker, donc d'un enfant qui a effectivement fait un surdosage. Une des propositions qu'on peut faire, c'est de donner la première dose de tramadol en hospitalisation avant la sortie de l'enfant. Très bien, bon, ça peut être éventuellement une parade un peu à ça. Alors, l'autre question, c'est place des AINS, les ORL n'aiment pas. Alors, je la lis. Nous, on les non, aime. mais tu as raison. Oui. Alors, les ORL, moi, je pondérerai un petit peu. Les ORL n'aimaient pas. Je rappelle que ces recommandations pour la pratique clinique ont été réalisées sous l'égide de la Société française d'ORL, avec évidemment la SFAR. Et donc, actuellement, les grandes séries, les grandes cohortes montrent que le risque hémorragique, en tout cas en l'absence de comorbidité, n'est pas majoré. Et donc, les AINS, pour moi, c'est une indication non seulement possible, mais qui est même probablement devenue la première indication, le tramadol étant probablement dans ces situations-là un médicament de rescue si l'association AINS-ibuprofène n'est pas efficace. Les AINS sont de très bons épargnants morphiniques, donc c'est vraiment une utilisation la plus large possible.
Bien sûr, en l'absence de contre-indication, on reste quand même dans le domaine. Alors, notre question, c'est la présence de 2 accompagnants lors du retour à domicile est-elle indispensable dans le cadre de l'amygdalectomie? Alors, c'est pas spécifique pour moi, dans le cadre de l'amygdalectomie. Peut-être que Eric pourra nous en parler. Voilà. Donc, c'est pas spécifique. Moi, je vais parler de l'expérience de notre centre. C'est ce qu'on demande, en tout cas pour les enfants de moins de 10 ans. D'accord. L'ORL doit être disponible à H6 de toutes les amygdalectomies, pour tous les patients, donc jusqu'au soir. 3 petits points. Pour la sortie à H6, pour la sortie, voilà. on les garde pendant 6 heures. Donc effectivement, je pense que certaines personnes ont du mal peut-être à trouver un ORL en fin de journée et que tout repose énormément sur l'anesthésiste pour ça. Alors, est-ce que tu penses que... Alors, il est hors de question, pour moi en tout Très cas, bien. que l'anesthésiste fasse l'examen des loges amygdaliennes pour vérifier que les logs soient exsangues. Ça doit être effectivement le chirurgien. Et je pense que dans le contrat sur oui ou non anesthésie en ambulatoire dans votre structure, vous devez pouvoir avoir cet accord avec le chirurgien que l'examen se fera avant la sortie. Alors, ça peut être 1 heure avant si vraiment tout va bien. J'imagine que on n'est pas... on n'est pas à 6. Mais les enfants opérés à 8 heures, ils sortent pas à 18 heures, hein, donc il est que 14 heures quand voilà, donc il devrait être encore là. Les ORL ne souhaitent pas des INS, donc on fait quoi? Est-ce que c'est toujours de pratique d'infiltrer en pré-op les loges amygdaliennes? Non. Non, d'accord. La réponse elle est claire. Oui. Alors peut-être préciser quand même que pour certaines études, on a montré que ça augmentait Absolument. le taux de c'est saignement. L'inverse, c'est le contraire, c'est plutôt a priori délétère. Mais peut-être que quand les ORL ne souhaitent pas, il faut juste essayer de les persuader, d'être factuels, de montrer la littérature et arrêter de se battre sur des on-dit, quoi. Oui, alors juste pour parler de l'ORL, j'enchaîne juste sur une question de la technique chirurgicale qui est en train de changer et qui probablement va permettre d'améliorer les choses. C'est vrai que depuis 20 ans, on a vu à la fois changer les indications de l'amygdalectomie, puisque vraiment maintenant les indications sont quand même vraiment beaucoup centrées sur les syndromes obstructifs. Et puis effectivement, les techniques chirurgicales ont changé. La technique maintenant d'amygdalectomie extracapsulaire est quand même probablement moins douloureuse que la technique antérieure. Et maintenant, il y a certaines équipes qui commencent à développer l'amygdalectomie par radiofréquence, qui est très honnêtement beaucoup moins douloureuse que l'amygdalectomie chirurgicale. Donc, en plus de tout ce qu'on a dit, peut-être proposer également aux ORL de s'équiper d'un matériel leur permettant de faire un tout et de permettre aux patients d'avoir moins mal. Je crois qu'il y a des grandes études scandinaves parce que eux, ils ont des cohortes qui sont très bien fournies, qui montrent même que le fait d'utiliser donc ces techniques de radiofréquence avec juste couper le bout qui dépasse, si je puis me permettre, permet lui de diminuer les complications également hémorragiques. Donc c'est peut-être pas à négliger comme technique. Alors quid des corticoïdes? Alors, les corticoïdes, en dehors donc de la dexaméthasone qui est donnée effectivement, qui doit être donnée en péropératoire donc pour la prévention des nausées, vomissements. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grandes études qui permettent de dire s'il faut effectivement les privilégier. Il faut probablement être amené à pouvoir les faire. Je ne sais pas si vous en avez une expérience. Moi, si je me souviens, dans la proposition qu'avait fait la Société française d'ORL, il y avait une possibilité d'utiliser les corticoïdes. Voilà. Oui, mais il précisait bien que c'était une possibilité, mais qui était pour l'instant pas évaluée. Donc pas explorée. Mais je crois qu'il faut effectivement qu'on puisse l'évaluer de façon plus précise, et notamment sur le risque infectieux. Ouais. Tout à fait. Alors, place de l'analbufine dans l'analgésie post-opératoire. Alors, on pense essentiellement post-opératoire précoce. En salle de réveil, pour moi, de façon évidente. En ambulatoire, l'analbufine, pour moi, n'a pas vraiment beaucoup de place dans les structures d'hospitalisation. Alors, le groupe, la recommandation pour la pratique clinique recommande clairement de titrer en morphine en SSPI plutôt que d'utiliser l'analbufine, qui peut être également pourvoyeuse peut-être qui est un peu plus émétisante, probablement en post-op immédiat. Après, moi, ça ne me choque pas qu'on puisse, si on a fait un morphinique d'action un peu plus longue en péropératoire, ne pas faire forcément de relais morphinique immédiat en salle de réveil et proposer de l'analbufine, mais exclusivement en SSPI et une seule injection a priori. Oui, sachant que l'utilisation de morphine
en salle de réveil n'empêche pas la sortie en Ah ambulatoire. bah pas on est du bien tout, d'accord. non, bien sûr, Non, bien ça sûr c'est que oui, non. tout à fait. Tout à fait. Alors, une autre question, mais celle-là c'est pour trancher une bonne fois pour toutes, c'est pas d'infiltration d'éloges amygdaliennes avec des anesthésiques locaux, vrai ou faux? Pas Donc, d'infiltration, vrai. Vrai. Donc pas Je d'infiltration. réfléchis bien pour Donc pas le- ça vient d'être confirmé, on n'infiltre pas. Encore une fois, le fait de soulever, de décoller les tissus peut aller donner des micro-saignements et effectivement c'est un élément qui favoriserait le risque hémorragique, qui augmente le risque hémorragique post-opératoire. Discussion très riche. On va passer à la dernière présentation qui va être faite par Eric Vaudet. Et donc, il va nous parler des scores de sortie de SSPI et surtout d'ambulatoire. Parce que c'est ça qui est intéressant. Merci. Alors effectivement, je vais plus vous parler des scores de sortie d'ambulatoire de SSPI, mais ça pourra revenir dans la discussion. Alors juste pour présenter à tout le monde un petit peu la structure femmes-enfants de Rennes, on fait à peu près 8000 patients par an et à peu près 1600, on va dire, enfants en ambulatoire par an. Alors en 2014, en fait, on s'est intéressé au score de sortie des adultes pour l'ambulatoire. Et Claude, qui est ici et qui est toujours novateur, nous avait demandé de se pencher un petit peu sur le problème. Et quand on regarde le score adulte, en fait, on s'est rendu compte que ça ne pouvait poser un certain nombre de problèmes dans le monde de la pédiatrie. Et du coup, on s'est proposé d'en modifier quelques items et surtout de rajouter 3 questions qui étaient de savoir si l'enfant avait des problèmes de dysphonie ou de dyspnée qui n'apparaissaient pas dans le score, si les parents souhaitaient voir l'anesthésiste et si l'anesthésiste souhaitait voir les parents. Et en fait, ces 2 questions résolvent énormément de problèmes quand on utilise les scores de façon, on va dire, brutale ou simple. Donc 2014, avec Dr Biderman, qui est maintenant chez nous, on a mis en place ce score, mais on ne l'a pas tout de suite utilisé, on l'a réalisé de façon un peu factice, c'est-à-dire qu'on a appliqué les critères de sortie habituels de l'unité et on a regardé au bout de combien de temps les patients pouvaient sortir en fonction du score. D'abord, on s'est rendu compte que le score était pertinent pour la sortie dès la première heure, mais que dans certains cas, éventuellement, le score était amené à redescendre et donc on a proposé de le faire à 2 heures d'intervalle. Vous voyez que pour que la plupart des patients sortent, il fallait attendre plus de 5 heures dans notre unité pour que le chirurgien et l'anesthésiste aient signé. Alors bien sûr, une fois qu'on a fait ce constat, on s'est lancé dans une étude observationnelle plus longue. Et en 2015, en fait, on a mis en évidence qu'en faisant rentrer ce score en quelque sorte en production, eh bien, on a réussi à gagner presque 70 minutes sur les temps de sortie des enfants. Alors on va dire 70 minutes, c'est pas forcément grand-chose, mais en fait le grand plus, c'était de montrer qu'on pouvait sortir avec un taux de réhospitalisation qui était comparable à ce qu'on avait avant et à ce qui existe dans la littérature. Mais surtout, le grand bénéfice, ça a été pour le personnel d'ambulatoire. Je vous ai mis un petit peu la façon dont sortaient les enfants avant qu'on mette en place ce score. Notre unité d'ambulatoire ferme à 19h. Et vous voyez qu'à 19h, il fallait encore remplir tous les papiers pour sortir et voire faire des heures sup au-delà de 20h. Et la mise en place de ce score a permis de fluidifier en fait la sortie. Et dès 13h, les enfants commencent à sortir. Sachant qu'à l'origine de ce score, il y avait aussi une bataille entre anesthésistes et chirurgiens, amicale bien sûr, de savoir qui des chirurgiens ou des anesthésistes passait le premier pour la sortie. Je vous donne tout de suite le score, c'était 50-50. Un cas sur 2, c'était l'anesthésiste qui passait avant, et dans un cas sur 2, c'était le chirurgien. Alors, on a été bien sûr heureux de voir que l'ASA avait repris en fait le score qu'on avait publié. Il avait proposé aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et en pratique, ça se passe comme ça. Vous voyez, on est sur un logiciel qui s'appelle DXCare et en fait, on prescrit le score et il revient de la responsabilité de l'anesthésiste, au-delà de prescrire ce score, de demander à voir ou pas l'enfant en fait avant sa sortie. On retrouve ici, par exemple, un enfant dont l'item, l'anesthésiste souhaite revoir l'enfant avec la sortie, même si le score est bon, le personnel d'ambulatoire va rappeler l'anesthésiste. Et vous voyez, j'ai pris un exemple au hasard d'il y a 2 jours, un enfant de 7 mois qui est passé au bloc à 10h, mais il est sorti de l'UAK à 15h45, alors qu'avant ce score, il aurait probablement attendu 19h, voire 20h.
Alors, récemment, il y a eu un article publié dans notre revue nationale sur la responsabilité de l'anesthésiste. Et j'ai bien sûr foncé vers le chapitre score et ambulatoire. Et en fait, on y retrouve, alors ce n'est pas un texte de loi, ce n'est pas une recommandation, mais juste quelques lignes qui disent, attention, bon, vous pouvez sortir sur score, mais dans ce cas-là, allez voir votre patient en salle de réveil pour l'évaluer. Alors, ok, mais nous, ils sortent déjà sur score en salle de réveil. Et du coup, le débat est ouvert. On peut utiliser des scores pour la salle de réveil, on peut utiliser des scores pour la sortie de l'ambulatoire. Et après, en fait, on a quand même un visuel sur l'enfant. Est-ce qu'il faut accepter ces pratiques ou les changer? L'avenir nous le dira. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eric. Performance, hein, c'est vraiment 5 minutes. Ah bah, j'avais dit 5 minutes. Ah oui, c'est tout à fait, c'est tenu. Alors, on va commencer peut-être par la question de tout à l'heure qui était un ou les deux parents pour la sortie d'ambulatoire. Ah ben nous, c'est pas une question de chirurgie, c'est une question d'âge. En fait, ce qu'on explique aux parents, c'est que quand vous conduisez, si l'enfant vomit derrière et que vous êtes tout seul, vous allez vous retourner, vous allez vous prendre un platane. Donc, et si l'enfant est grand, on a moins tendance, quand il est grand, à se retourner et aller voir ce qui se passe. Très bien. Donc au moins on a la réponse à ça, c'est les deux quand effectivement l'enfant n'est pas autonome. Enfin voilà. Enfin 2 personnes, après, Voilà. c'est pas forcément les parents. Oui, les 2 personnes. Alors, la question des scores, alors je voyais tout à l'heure des questions concernant l'ambulatoire, mais cette fois adulte, mais probablement les mêmes questions qui se posent. Est-ce qu'on peut se servir de ce score de manière formalisée, c'est-à-dire vraiment, on dit à l'infirmière, si le score est supérieur à, c'est une signature un peu conditionnée par le score. Mais nous, on s'en sert. On s'en sert de manière formalisée. C'est-à-dire que si l'anesthésiste ne souhaite pas revoir les parents ne souhaitent pas revoir l'anesthésiste. En ce qui concerne la pédiatrie, on n'utilise vraiment que ces items. Bien sûr, il n'est pas interdit à l'infirmière d'ambulatoire, si elle nous trouve quelque chose, de nous demander notre avis, bien sûr. Il ne faut pas être obtus. Par contre, je sais que dans le monde des adultes, puisqu'on a aussi des adultes dans notre unité, les médecins, que ce soit anesthésistes ou chirurgiens, ont souhaité au score de Chung rajouter une liste d'items à cocher par l'infirmière. Et donc, j'ai envie de dire qu'on veut installer un score dans son unité pour rester consensuel. Il n'est pas exclu de proposer des items à l'infirmière à checker en complémentaire pour que ça soit vraiment un accord complet. Eric, ça veut donc dire que vous avez fait une sorte de délégation de tâches aux IAD pour la sortie Alors c'est une prescription. Donc la prescription, elle est formalisée, elle est signée. Et effectivement, il y a un protocole de service. Mais à chaque fois, c'est le médecin qui prescrit, de manière systématique certes, mais la sortie sur score. D'accord. Et en fait, il y a une traçabilité du médecin anesthésiste. Et après, on voit bien sûr que le chirurgien, qui lui passe, signe informatiquement la sortie. Donc il y a quand même un médecin qui valide la sortie, c'est le chirurgien. Pour l'instant, le chirurgien et la personne physique qui passe voir la sortie, mais on sent bien, il y aura peut-être une question là-dessus, les chirurgiens se demandent s'ils ne vont pas eux-mêmes rajouter un score. Et là se posera la grande question par rapport à la réglementation, de savoir, oui, mais si tout le monde met des scores, qui passe quoi. Alors pas pour la c'est toujours, oui, c'est le chirurgien, l'anesthésiste. Alors, une question internaute, quid du retour à domicile en transport en commun? Alors, ça peut... Un ou 2 parents, c'est ça. Un ou 2 parents, ouais, voilà, c'est... Personnellement, moi, ça ne me choque pas qu'on puisse prendre des transports en commun. Le problème de la voiture et des accompagnants, c'est vraiment de pouvoir s'occuper de l'enfant. Alors la question tordue pourrait dire, si je prends le bus, est-ce que je peux être seul? J'aurais tendance à dire oui, parce qu'il faut qu'une personne qui s'occupe de l'enfant, et le chauffeur, c'est la deuxième personne. D'accord, donc le transport en commun ne pose pas plus de problèmes que ça. Bien sûr, ça va dépendre de pas mal d'autres facteurs, mais enfin, c'est pas quelque chose qui est exclu forcément d'emblée. Alors, j'ai une question donc la programmation de la chirurgie de l'enfant petit se fait selon le planning. 3 petits points des parents. Ça, j'ai pas trop compris la question. Moi non plus. Demander en fait, à l'internaute qui reprécise un peu la chose, parce que... Alors nous, la programmation se fait en fonction des anesthésistes et des chirurgiens. Ouais. Le chirurgien propose, mais des temps opératoires, et on réordonne les choses. Par exemple, on parlait des amygdales tout à l'heure. Les ORL prévoient des amygdales avec ça, c'est des amygdales sans. On va bien sûr mettre les amygdales sans
en ambulatoire en premier, mais parce qu'on a aussi constaté que les enfants qu'on garde éventuellement en salle de réveil 12 heures, par exemple, si on les met très tôt le matin, ils nous prennent une place toute la journée. Et donc, voilà, il y a une logique. Alors, autre question, c'est quand on voit il y a des scores de sortie de SSPI qu'on peut appliquer également à l'enfant, des scores de sortie d'ambulatoire qu'on peut appliquer, mais on voit qu'il y a des moments, il y a quand même des superpositions en termes de critères. Et on l'a vu donc sur la diapositive, au bout d'une heure, il y a certains enfants qui peuvent être éligibles à la sortie. Je dis ça parce que dans notre structure, on a quand même des délais qui sont le parcours est très court, et entre l'aptitude à la mise à la rue et la salle de réveil, il n'y a qu'une porte. Oui. Et qu'on peut être amené à dire, au bout d'une heure, il peut sortir. Alors, raisonnable, pas raisonnable, faut temporiser. Moi, je voulais, juste pour aller un petit peu plus loin, parce que je voulais justement aborder ce problème-là, c'est en particulier le cas pour tout ce qui est IRM, quand on fait des anesthésies simplement sans geste chirurgical. Effectivement, l'état de l'enfant en très peu de temps est tout à fait compatible avec une sortie. Alors, moi, je m'occupe des IRM justement à Rennes, et en fait, l'enfant sort sur score pour l'anesthésie, et je deviens le chirurgien, puisqu'il n'y a pas d'acte chirurgical, et c'est moi qui valide le score, et souvent tous les scores sont validés avant la fin de la vacation. Donc les enfants qui reviennent, pour moi, il n'y a pas de problème chirurgical, il n'y a pas de saignement, si j'ai pas eu de problème pour réaliser l'anesthésie, il n'y a aucune raison d'attendre au-delà de 7 heures en fait, de battement entre les deux scores sur le PET-PADSS. D'accord. Donc, c'est ça. Nous, pour les IRM, les infirmières nous ont posé des problèmes en disant mais il n'y a pas de segment, le score il est adapté à de la chirurgie mais pas à de l'IRM. Donc toi, vous utilisez le même score aussi bien pour les actes d'IRM que pour les actes chirurgicaux. On utilise le même score pour absolument tout le monde. D'accord. Et si on juge que ce score, pour une raison X ou Y, n'est pas adapté à un enfant pour une pathologie rare, eh bien on coche, on veut le voir. Et c'est l'intérêt de ce score, c'est qu'on rajoute quand même la possibilité de le voir. Donc on peut vraiment le faire pour tout le monde. Mais indépendamment de ça, peut-être l'IRM n'est pas un cas général, mais si c'est pas, on peut, dès que le score atteint la limite, on peut dire l'enfant sort. Il n'y a pas de souci aucun. Il n'y a pas de souci. Les parents savent qu'ils peuvent nous rappeler. On les rappelle le lendemain, comme d'habitude. Et pour être précis, après une chirurgie, vous attendez quand même 2 scores d'affilée à 1 heure d'intervalle. Oui. Ah d'accord, donc il faut avoir quand même 2 scores. Voilà, 2 scores à 1 heure d'intervalle. Alors après, on pourra optimiser si le besoin s'en faisait sortir en disant, en salle de réveil, imaginons que les patients restent habituellement longtemps en salle de réveil, on pourrait considérer que la première heure, le premier score se fasse non pas à 1 heure après l'arrivée en UAK, mais dès l'arrivée en UAK. Mais en fait, on a vraiment optimisé notre salle de réveil en faisant les sorties sur score. Ouais, et c'est assez récent. C'est arrivé après la sortie d'ambulatoire. Et en accélérant le turnover, on rend la vie plus facile à tout le personnel aussi. Ouais. Pas d'autres commentaires sur la sortie? Alors peut-être le petit moment qui nous reste, faire une petite synthèse, j'ai envie de dire, sur les différents sujets, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. J'aimerais bien faire d'abord une synthèse sur l'analgésie, parce que ça paraît quand même important d'aller donner des messages phares à tous ceux qui nous regardent et qui nous regarderont sur l'analgésie post-opératoire, et notamment comment on doit la faire. Voilà. Je voudrais juste rajouter un commentaire sur l'analgésie post-opératoire. Il faut rappeler que le pire ennemi de l'enfance, c'est les parents, et qu'il y a quand même 30% des parents qui ne donnent pas d'antalgique aux enfants. Et quand on parlait du tramadol, le deuxième ennemi, c'est des fois le pharmacien. Parce que le nombre de parents qui ont été dans une pharmacie avec notre ordonnance de tramadol et on leur a dit ça n'existe pas monsieur, ou c'est bien trop dangereux pour vous, d'où l'intérêt de le donner vraiment à l'avance pour que les parents puissent se retourner vers l'équipe d'anesthésie en évoquant ce problème éventuellement de non-disponibilité du médicament. Donc le premier message, c'est l'ordonnance le jour de la consultation. Voilà, ça simplifie les choses. L'ordonnance, elle devrait contenir idéalement quoi? Probablement qu'elle devrait contenir une association, probablement paracétamol, ibuprofène pour un certain nombre de chirurgies, et un médicament qu'on dirait de rescue, c'est-à-dire ce qu'on peut donner si la douleur n'est pas calmée par cette association.
Je pense que le message est aussi sur donner l'antalgique de façon systématique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je crois qu'il faudra aussi qu'on puisse travailler sur des outils pour les parents pour l'évaluation de la douleur, parce qu'on voit bien que quand on revoit un petit peu les études qui s'intéressent au score moyen ou au score maximal de douleur, il y a vraisemblablement des problèmes d'évaluation, d'hétéroévaluation qui n'est pas correctement faite. Pour être provocateur, pour le petit moment qui nous reste, l'appel à J1, J3. Alors c'est quelque chose dont on discute. C'est vrai que l'appel à J1 est quelque chose qui a été vraiment généralisé dans beaucoup de structures pédiatriques. Une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il ne serait pas également efficient de faire un appel à J3 dans l'amygdalectomie? C'est une question qui se pose vraiment parce que clairement les problèmes de reprise alimentaire, les problèmes de douleur non contrôlée sont également importants à J3. Parfois à J1 ça se passe plutôt pas mal et c'est à J3 que le problème est vraiment important. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous regarderont. Et puis, bonne continuation sur la ISFAR. Merci beaucoup. Au revoir.